J'ai décidé d'acquérir ce tableau. Il y avait un autre enchérisseur, mais il n'a fait qu'une offre, et s'est arrêté là. Le prix d'adjudication, frais compris, était de 1 175 $, dérisoire. Cette semaine, Télérama a choisi Salvator Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci. Acheté pour une poignée de dollars en 2005, le Salvator Mundi attribué à Léonard de Vinci est revendu 450 millions de dollars 12 ans plus tard. Le réalisateur, Antoine Wittkin, a enquêté sur le tableau le plus cher de l'histoire. $400 million is the bid, and the piece is sold. Robert Simon joue un rôle absolument capital dans toute cette histoire, puisqu'il est un marchand d'art new-yorkais, propriétaire d'une galerie, un marchand d'art assez modeste, enfin non négligeable mais modeste. Par un catalogue d'une vente aux enchères, il tombe sur un Salvator Mundi, un Christ sauveur du monde, décrit comme étant une reproduction inspirée de Vinci. Et comme il est par ailleurs travailleur et cultivé, il s'est aperçu que le motif de ce tableau ressemblait à un tableau supposé perdu de Vinci. Il s'est avéré que c'était non pas une copie tardive, mais un tableau de la Renaissance. Et ensuite, il s'est battu d'arrache-pied pour le faire reconnaître, alors d'une part comme un tableau de la Renaissance et de l'atelier Vinci, et puis il s'est également battu pour le reconnaître comme un Vinci autographe, un Vinci 100%, et comme, plus que ça, le Salvator Mundi originel. This is Leonardo's rediscovered Salvator Mundi. All of us at the National Gallery thought very hard indeed about including the Salvator Mundi in the exhibition. Obviously, it's a picture that has only just been attributed to Leonardo and it's in private hands. We felt in the end that the case for its attribution to Leonardo was sufficiently strong for this to be the moment where we would put it together with other works. Souhaitant intégrer ce tableau à une imposante exposition à la National Gallery de Londres, le conservateur conclut à la hâte à une œuvre du génie italien, s'affranchissant au passage de certaines règles de la profession. Ainsi validé par une institution, le tableau se retrouve aussitôt sur le marché de l'art. Robert Simon, et propriétaire du tableau, n'arrive pas à vendre ce tableau. Tous les initiés dans le monde de l'art n'en veulent pas, pour des raisons qu'on comprend très bien. Et finalement, c'est Dimitri Ribolovlev, un oligarque russe multimilliardaire, propriétaire de l'AS Monaco, qui achète des tableaux à tire-larigot, qui est pris de passion pour ce tableau et veut l'acheter. Ribolovlev l'achète, l'exporte tout de suite dans un port franc à Singapour, et 3 ans plus tard, patatras, s'aperçoit que ce tableau qu'il avait payé 127 millions de dollars, en fait, avait été vendu à son intermédiaire, enfin à son marchand d'art, pardon, Yves Bouvier, 80 millions de dollars, 83 millions de dollars. Donc il s'est fait, estime-t-il, escroquer, ça c'est son avis, et donc par dépit, il décide de remettre le tableau en vente au cours d'une vente publique chez Christie's. Le coup de génie, c'était de le mettre dans une vente d'art contemporain. Plutôt que dans une vente classique d'art ancien, en se disant on va aller chercher des nouveaux acheteurs qui ne sont pas des spécialistes de peinture ancienne, qui n'achètent pas de peinture ancienne d'habitude, qui ne connaissent pas forcément très bien la peinture, ni les problèmes d'attribution et de restauration, mais qui achèteront avant tout le nom. C'est un vendeur ambitieux de la maison Christie's, jeune homme réputé pour son sens du marketing qui s'occupe de ce projet risqué. Le tableau, dont les détails gênants ont disparu du catalogue de vente, est finalement adjugé 450 millions de dollars à un acheteur anonyme. Quelques mois plus tard, 2 journaux américains, le New York Times et le Wall Street Journal, publient des informations, révèlent que l'acheteur est un Saoudien et que c'est indirectement, mais très certainement, Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Ils sont informés à la fois par les services de renseignement américains et par des opposants internes à Mohammed Ben Salman, qui évidemment veulent faire connaître cet achat très dispendieux à un moment où Mohammed Ben Salman est confronté à la baisse des cours du pétrole qui impacte à la fois le budget de son pays et la vie de ses concitoyens. Et évidemment, débute ensuite une histoire sur laquelle je ne veux pas revenir trop en détail parce que je ne veux pas dévoiler le fin mot de cette histoire, mais débute une histoire assez rocambolesque qui se révèle être une affaire d'État. Ce que nous avait expliqué l'Élysée, c'était que c'était important pour MBS de se situer comme celui qui allait ouvrir culturellement l'Arabie Saoudite.
et de se poser comme un symbole de la modernité.